commencer par s'asseoir parce qu'on se dit que 2 heures, ça peut être un peu long, peut-être debout, on ne sait pas trop. Alors, nous, on veut aussi, on va aussi avoir quelques mots de remerciement. Un grand merci pour cette invitation. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir venir à la rencontre des collègues, des étudiants, discuter de ce qui nous préoccupe de temps en temps. Et voilà, là, c'est une deuxième année où on vient, alors, pas 2 fois chez vous, mais on va réexploiter ce qu'on avait déjà présenté l'année dernière. Donc c'est vrai que on est très content que la EPS nous ouvre à cette perspective de ces rencontres-là. Et puis, moi je le dis toujours, si la EPS n'avait pas été présente, le Handa 4 ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Handa 4, il est allé se promener à Toulouse, à Dunkerque, à La Réunion, je sais pas, on a fait effectivement plein d'endroits, Créteil, Bobigny, enfin plein d'endroits. Et si la EPS, alors au départ, Île-de-France n'avait pas commencé, je pense qu'il ne se serait pas développé comme il s'est développé aujourd'hui. Donc un grand merci à cette association et à ses membres qui le font vivre. C'est aussi un temps de formation qu'on apprécie très particulièrement, dans un temps où c'est de plus en plus rare, mais je pense que l'IPR le dira bien mieux que moi. Il est où? Oui, évidemment, dans la continuité des remerciements, on ne va pas être 2 heures sur des remerciements, mais c'est excessivement important parce que merci déjà à vous d'être là. Merci évidemment à la EPS pour l'invitation et c'est pas neutre dans un contexte où la formation continue. Après 18 heures, j'ai le droit de sortir d'une forme de devoir de neutralité, mais évidemment, je vais rester complètement loyal au système éducatif que l'on sert. Mais dans un contexte où la formation continue n'est pas évident, hein, puisqu'on a une réforme qui nécessite de penser l'articulation des temps de présence de l'enseignant dans le face-à-face pédagogique avec les élèves et qui permettent quand même tout de même de se former. Et évidemment que tout ça n'est pas simple à mettre en œuvre, n'est pas simple pour les enseignants et des structures, des associations comme la EPS sont extrêmement précieuses pour poursuivre le développement professionnel des enseignants en poste et puis pour accompagner les étudiants préparationnaires à différents concours pour embrasser cette belle fonction et cette superbe mission qui est celle d'enseignant d'EPS. Donc c'est évidemment complètement sincère quand on remercie tous ceux qui font vivre ces instances régionales et tous ceux qui sont présents sur un vendredi soir et peut-être un samedi matin si on ne vous a pas complètement perdu ce soir, parce qu'on espère vous revoir aussi demain, évidemment, sur le temps de pratique. C'est pas neutre. Il y a, je crois, l'ensemble des disciplines ou de mes collègues IIPR des autres disciplines qui sont extrêmement surpris, pour ne pas dire choqués, de ce que nous arrivons collectivement à mettre en place dans le giron de l'EPS grâce à ces structures-là. Et donc pour ça, vraiment merci, merci à vous de votre présence et merci pour votre accueil. C'est pas tout ce qu'on avait à dire, donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Bon, on est là en effet pour essayer d'éclairer ou de contribuer en tout cas à une réflexion qui se veut évidemment aussi partagée avec vous. Donc vous n'hésiterez pas, on a 3 temps spécifiques dans cette intervention pour créer des temps d'échange et de questions. Au départ, quand on parle de Handa 4, pour certains, on se dit ouais, Handa 4 ça peut être sympa sur le début de la scolarité de l'élève et puis après il faut s'intéresser au vrai handball, le Handa 7 sur un 40 mètres, 20 mètres parce que c'est quand même ça le vrai hand. On sait, au départ, ça peut poser certaines questions professionnelles qui sont tout à fait légitimes. Et nous, on n'arrive évidemment pas avec une prétention de vérité ou des dogmes à vous présenter, mais évidemment avec des propositions qui sont quand même un tout petit peu étayées, qui sont un tout petit peu travaillées et expérimentées, notamment sous l'impulsion de Pascal, dans l'articulation avec la sphère fédérale. Mais le but, c'est évidemment qu'on puisse échanger sur cette problématique que l'on a posée et que l'on pose avec vous, du Handa 4, numérique et citoyenneté, et donc un questionnement pour nous sur la façon avec laquelle on peut rentrer dans ce sujet-là, parce qu'on s'est questionné sur comment l'aborder. On rentre par le hand, on rentre par le numérique, on rentre par la citoyenneté. En fait, on pense qu'il est compliqué de rentrer par un pôle spécifique, puisqu'évidemment, ici, on a une association qui relève du complexe. Et du complexe, c'est au sens de ce que entend Edgar Morin. Et cette complexité, elle implique une récursivité. Ça veut dire que un effet produit par A a une incidence sur B qui, en retour, a une incidence sur A. Donc, si on prend cette triptyque qu'on a mise ici, développer la citoyenneté, ça a une incidence sur l'éducation numérique qui, en retour, peut
influencer cette forme de citoyenneté que nous souhaitons développer, et de la même façon avec les autres aspects. Le deuxième paramètre fort de la définition de la complexité pour Edgar Morin, au-delà donc de cette idée de récursivité, c'est une idée d'imprévisibilité. Donc on sait, on le pense, on le vit, qu'il y a aussi parfois des apprentissages incidents et que les élèves peuvent apprendre des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées ou pas forcément prévues dans notre intervention. Et enfin, cette définition de la complexité, le troisième paramètre fort qui est pris par Edgar Morin, c'est la notion de totalité. Et ça veut dire que nous pensons que ce tout est plus que la somme des parties qu'il compose. Et donc, voilà, vous voyez bien que cette triple relation, oui, on se questionne sur la façon avec laquelle l'aborder. Alors, est-ce qu'il faut être handballeur pour être citoyen, ou est-ce qu'il faut d'abord être citoyen pour être handballeur? Les enseignants qui sont en poste et vous, dans vos échanges pré-professionnels, peut-être déjà en tant qu'étudiant, c'est des questions probablement que vous pouvez vous poser, ou des débats qu'on peut avoir avec des équipes pédagogiques. Non, il faut d'abord qu'ils apprennent les codes ou le règlement pour pouvoir aller jouer au handball. Et puis il y a une propédeutique. Ou d'autres qui vont penser non, c'est parce qu'ils vont apprendre à gérer un duel avec le gardien de but qu'ils seront de meilleurs citoyens. Encore une fois, pas de prétention de notre part de vérité, mais notre entrée, elle est en effet de se dire que c'est en développant les compétences motrices, méthodologiques, sociales dans une activité culturellement marquée, celle du handball, que nous pouvons contribuer en acte à une citoyenneté. Donc on va essayer de voir ensemble comment on peut répondre à ces enjeux et à ces valeurs citoyennes de liberté, d'égalité, de fraternité, qui ne sont pas des valeurs à énoncer ou à développer de manière théorique avec nos élèves, mais on pense évidemment que nous avons en EPS des leviers excessivement riches pour être sur une réelle contribution en acte à ces trois valeurs, et c'est ce qu'on va essayer évidemment de démontrer à l'appui du Handa 4 et de cette forme de pratique qui se veut non pas faire révérence à la pratique fédérale, mais y faire référence. Ce n'est pas des propos qui sont de moi, j'aurais bien aimé les avoir, ceux-là, je trouve ça pas mal. On ne fait pas révérence, mais on fait référence. En effet, l'idée, c'est évidemment de conserver le fond culturel de cette activité. Les élèves vont vivre des tranches de vie de handballeurs, mais dans une forme scolaire de pratique particulière destinée à développer leurs compétences. Voilà pour contextualiser un petit peu notre intervention. Alors, on va commencer par voir ce qui change en fait en termes de règlement entre le handball à 7 et le handball à 4. Et par rapport à ça, ouais, merci. Ça t'avance à ton rythme. On va faire comme ça. Ouais. Tant qu'on s'installe à 1, 2, voilà. Donc là, la première ligne qui vient de s'afficher, c'est effectivement ce qui va se différencier par rapport à ce qu'on vit sur le Handa 7. Donc, ça va se réafficher, je suis sûr. Donc on engage du gardien de but, et à partir de là, c'est un parti pris, c'est-à-dire qu'en engageant du gardien de but, on va faire en sorte de pouvoir jouer dans le dos des défenseurs, de prendre de vitesse un rideau défensif qui n'est pas encore formé, pour accéder plus rapidement au duel tireur-gardien et marquer le plus de buts possible. Il y a cette notion d'extra-balle, alors qui n'est pas une règle en tant que telle, on en reparlera tout à l'heure. Et cette extra-balle, elle est mise à profit à un moment donné, lorsqu'on veut travailler plutôt en jeu placé. On va offrir une balle supplémentaire, j'en parle pas tout de suite, on y reviendra, on le détaillera tout à l'heure. Le contact est possible, le contact est autorisé. En revanche, la neutralisation est interdite. Donc ça veut dire que là-dessus, on va proposer de pouvoir travailler avec un contact dit aménagé, qu'on appelle le contrôle. On détaillera chacune de ces règles quand on y viendra et pour illustrer un propos tout à l'heure. Donc le contact est possible. Au départ, on disait, quand on a commencé à réfléchir sur cette pratique, au Handa 4, il n'y a pas de contact, il ne faut absolument pas de contact. Parce on faisait jouer en mixité, ce qu'on fait toujours d'ailleurs. Et le problème, c'était qu'à un moment donné, il n'y avait plus aucune défense du tout. La défense avait même tendance à s'écarter. L'attaquant porteur de balle venait délibérément rentrer dans le défenseur pour le faire sortir. Donc en réfléchissant, le contact est possible. D'ailleurs, c'est une, on va dire, des règles intéressantes dans ce sport interpénétré. On l'a juste aménagé. Tir indirect. Donc le tir
se fait forcément de manière indirecte. Indirecte, c'est la trajectoire de la balle qui est indirecte. Donc ça veut dire que de façon la plus simple possible, on va être sur un tir à rebond pour les joueurs débutants. Et puis au fur et à mesure de la scolarité, en augmentant le niveau de compétence des élèves et des étudiants, on va pouvoir aller, je l'espère, jusqu'à un niveau beaucoup plus technique, où là on pourrait voir le lob, ce qui est un peu plus facile si on compare au Shabala ou encore à la roucoulette. Donc là-dessus, le tir n'est validé, le but n'est validé que s'il est avec une trajectoire indirecte. La zone à plus ou moins 5 mètres, alors plus ou moins, non, on n'est pas normand, c'est pas comme ça nous arrange, en fait, c'est comme ça va arranger le niveau de prestation de nos élèves. C'est-à-dire que si on a besoin d'avoir une zone à 4,50 m chez nos élèves débutants en cycle 3, et cycle 3, dès le début du cycle 3, on s'adresse aussi à des classes de CM1, 4 m, 4,50 m, c'est bien. Si on veut que les élèves puissent marquer un but, et c'est ce qui nous intéresse, c'est la plus belle émotion du handballeur, celle de marquer un but et de voir sa balle rouler au fond des filets, on va jouer là-dessus. Parfois, moi je joue avec les étudiants de Master 2, je suis plutôt à 5,50 m plutôt qu'à 4 mètres, parce qu'effectivement, là, on a un rapport en termes de gabarit qui est déjà plus important, et si on veut rétablir un duel entre le tireur et le gardien, ou plutôt entre le gardien et le tireur, on va effectivement jouer sur cette zone-là. Comme dans la plupart des terrains de hand à 4, on joue avec une zone rectiligne et non pas forcément en arc de cercle, on va réparer quand la balle va sortir derrière la ligne du gardien. On réparera cette sortie de balle, on viendra la jouer à l'intersection de la zone rectiligne et la ligne de touche. Je vous montrerai tout à l'heure sur un terrain avec un schéma pour que vous puissiez comprendre de visu. Puis enfin, c'est un handball qui se joue en mixité. Et là-dessus, toutes ces règles qui vous sont proposées sur cette ligne-là sont aujourd'hui les règles du hand à 4 fédéral. Donc c'est un vrai handball, c'est un handball qui existe, qui est labellisé par la Fédération française de handball et qui au départ était pour le prof de PS des aménagements, qui continue de l'être aussi, vous allez le voir, mais qui maintenant sont en fait le point de départ du règlement fédéral qu'on vit on va dire sur les plateaux ou dans certains championnats, mis à part l'extra-balle. La dernière règle qui est apparue et qu'on vous a mis là en dessous et qui va être au contact du contact et justement du tir indirect, c'est l'exclusion. Si toutefois le contact n'est pas dans ce qu'on attend, enfin dans ce que l'arbitre attend ou le règlement attend, ou si le tir est direct, le joueur va être sanctionné, non pas de 2 minutes comme on pourrait l'avoir sur un match normal, il est sanctionné le temps, on va dire, d'une possession de balle de son équipe. Donc pendant un moment, son équipe en attaque est pénalisée, puisqu'il joue à 2 contre 3, et le joueur forcément est pénalisé. Juste le temps d'une possession de balle. C'est-à-dire que le temps que la balle revienne après dans la main de son équipe, le joueur pourra rentrer. On l'expérimentera un petit moment demain pour que vous puissiez comprendre. Et donc ça pour le contact et effectivement pour le tir indirect. Par rapport à ces règles, on parle beaucoup d'aménagement des règles. Alors au départ, tout ce que je vous ai dit dans cette ligne-là était des aménagements par rapport aux règles fédérales. Donc aujourd'hui, ça n'aurait peut-être même plus lieu d'être de parler d'aménagement. Mais on va se rendre compte quand même que pour arriver à un contact aménagé à partir d'un niveau débrouillé avec nos élèves, on va partir au départ de 0 contact. On va voir aussi que, on a parlé tout à l'heure de la zone, à plus ou moins 5 mètres, etc. Donc on va continuer d'aménager la règle. Donc ça veut dire qu'elles vont être présentes, ces règles. Elles vont être aménagées en fonction du besoin des joueurs, en fonction du besoin des élèves, là où ils en sont dans leur cursus de formation. Elles sont donc appelées à être éphémères, puisqu'à partir du moment où un niveau sera atteint, on pourra la faire évoluer jusqu'à arriver au règlement de la forme scolaire de pratique, on va dire, générale, et aujourd'hui sur la forme, on va dire, complètement fédérale. Et ça nous permet aussi, puisque le terrain de hand à 4 fait 20 mètres par 10, on est en capacité de mettre 3 terrains sur un terrain de handball normal, d'être en capacité, pour le coup, d'avoir 3 niveaux différents d'évolution. Donc là, la différenciation pédagogique va vraiment être effective et on peut avoir, en fonction de ce qu'on travaille, 3 niveaux de règles différentes par rapport à ce qu'on cherche à transformer sur on va dire, sur le vécu moteur des élèves. Alors, on va voir un petit peu de l'entrée en 6e
enfin pas tout à fait l'entrée, les élèves que vous allez voir, ils sont déjà sur une 6e séance, jusqu'en Master 2, pour voir effectivement une évolution. Alors c'est des images d'amateurs que nous sommes, enfin surtout moi, et par rapport à ça, la qualité n'est pas toujours très bonne, mais dans l'idée, c'est de pouvoir déjà mettre des images sur ce dont on est en train de parler. Donc, on commence avec des élèves qui en sont à leur 6e séance, comme vous le voyez là. Et ces élèves, on joue dans un axe longitudinal. On ne voit pas de grappe à la 6e séance, donc ça, c'est plutôt intéressant. On a pas mal, le réseau d'échange est intéressant. Et puis, on a beaucoup de tirs. La tire directe, c'est pas terrible. On va passer cette fois sur les 5e. On en est à la séance 5. Donc, on joue davantage écarté. La balle va monter peut-être un peu plus lentement, mais elle va quand même monter. Et puis, on va avoir aussi, dès ce niveau-là aussi, pas mal d'accès au tir. Un but, on est content. On va passer avec des élèves de terminale, c'est la première séance. Je pense que c'est là où les élèves sont le plus en difficulté parmi ce qu'on vous montre, mais c'est la première séance, c'est la séance de découverte. Et malgré ça, on se rend compte qu'il y a, dans un espace aussi, un temps si court, il y a déjà 2 accès au tir. On est en STAPS, séance 3, ce sont des optionnaires. On peut repérer 2 arrières en orange et un pivot. Donc là, on commence à jouer au poste. Le dispositif défensif est placé. Et par rapport à ça, on voit qu'on peut effectivement jouer en jeu placé en hand à 4. Les élèves de Master 3 qui ne sont pas spécialistes. Donc le dispositif défensif, il est nettement plus aléatoire. Ils ne sont pas spé, ce n'est pas des optionnaires. Donc la balle, pareil, en attaque, ce n'est pas très structuré. En tous les cas, l'écartement est intéressant. Et puis on a quand même des accès au tir. Donc ça, c'est ce qui va effectivement être on va dire, le plus marquant. Nos élèves de Master, les mêmes, 3 séances plus tard, avec un dispositif d'attaque, 2 arrières, un pivot, un dispositif défensif, 2 joueurs étagés en haut, un défenseur bas, et je sais pas, ça fait même pas 1 minute 30, on voit effectivement qu'on peut proposer ce handball-là d'élèves totalement débutants, même si là, les élèves de 6e c'est déjà leur 6e séance, jusqu'à des étudiants de Master 2. Puis on en parlera tout à l'heure, mais je pense que vous le savez tous. Maintenant, l'épreuve du handball au CAPES, c'est du hand à 4 qui se joue, comme on peut le voir sur les 2 dernières séquences qu'on a pu vous montrer. Donc voilà, ça c'était pour qu'on puisse voir en image. Et on a fait le choix dans notre parcours de formation et dans les propositions qu'on met en place au quotidien, de se dire que on s'est projeté quel élève handballeur on voudrait bien à la fin du secondaire. Aujourd'hui, on va compléter. Quel étudiant on aimerait bien voir aujourd'hui à la fin du Master 2, lorsqu'il sort de son cursus universitaire, d'un côté des versants moteurs et décisionnels. Et on fait le choix de mêmes compétences du débutant jusqu'à l'expert scolaire ou universitaire. On vous parlera de tous traverseurs, tous marqueurs, tous voleurs de ballon, tous gardiens de but, tous coachs, tous arbitres. Voilà. Et à partir de là, ça, ce sont nos compétences. Et là-dessus, donc on est parti des travaux de la formation initiale avec Maurice Porte. Et par rapport à ça, ce qui est entre guillemets, ça ne nous appartient pas. C'est le propos de Maurice, qu'on a légèrement modifié parce qu'on a transformé ces modes de jeu. Si vous regardez la définition du traverseur ou du voleur, vous ne retrouverez pas tout à fait le sens qu'on y met nous. Mais qui nous parlait bien dans l'appellation. Et quand on travaillera effectivement sur ces différents modes, on va voir essentiellement tous marqueurs, tous traverseurs. On verra demain tous voleurs sur le terrain. On est vraiment on est tous traverseurs du début du CM1, je vous ai dit, début du cycle 3, jusqu'à la fin de votre cursus universitaire. Et donc ça veut dire que si on reprend le propos de Maurice que vous avez entre guillemets ici, on se rend compte que la nature du problème, elle ne va pas changer avec l'âge et la qualité des joueurs. En fait, ce qui nous dit, c'est le degré d'exigence des contraintes qui va effectivement être de plus en plus complexe. La balle va de plus en plus vite, donc là, il y a la contrainte vitesse, et puis on va aller dans des espaces de plus en plus restreints. Donc, comment on continue d'être tous traverseurs une fois qu'on a traversé d'un terrain à l'autre, à savoir d'une zone à l'autre, on continuera d'être tous traverseurs. Si on va jusqu'à l'extrême en attaquant une défense 1-2, voire 0-3, enfin moi je ne la fais jamais vivre, mais ça pourrait aller jusqu'à une défense alignée en 0-3, s'infiltrer, prendre l'intervalle entre 2 défenseurs, c'est aussi traverser le rideau défensif. Donc la même compétence va être un fil rouge tout au long de ce qu'on va vous raconter ce soir, de ce qu'on va vivre aussi demain sur le terrain par rapport à ça. Tous marqueurs, tous traverseurs, c'est vraiment ce sur quoi on va s'appuyer pour pouvoir vous parler de ceci. Les autres,
On les découvrira demain. Vous allez vivre pratiquement tous les rôles. Donc on ne va pas en parler ce soir, si ce n'est vous dire qu'ils sont présents de l'élève débutant jusqu'au joueur expert. C'était bien. Parallèlement à ça, enfin même dans ça, on va essayer évidemment de se poser des questions sur ce rapport entre le numérique et la citoyenneté et voir comment on va pouvoir asservir le numérique à des fonctions éducatives et pédagogiques. Le but, et c'est la preuve qu'on espère arriver à vous en faire, c'est évidemment pas de faire vivre aux élèves une leçon numérique, une leçon où ils vont multiplier leur temps face à l'écran, mais bien une leçon où ils vont pouvoir se nourrir du numérique pour enrichir leurs compétences disciplinaires et donc notamment leurs compétences motrices. Mais on pense évidemment que former le citoyen de demain, c'est aussi former un citoyen numérique responsable. Et c'est en ce sens que nous souhaitons essayer d'asservir ces outils-là à leur fonction pédagogique. Quand on regarde un petit peu ce qui se joue sur ces enjeux, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on voit aussi qu'il y a un contexte social qui est assez prégnant sur ce sujet. Les élèves passent trop de temps devant leur écran, ils font plus rien, ils sont désocialisés, ils ne bougent plus, tout ça c'est la faute du numérique. Donc il suffira d'enlever le numérique et puis tous les problèmes seront résolus. Évidemment que ça ne va pas être notre posture, mais on pense que dans la possibilité d'aider l'élève à développer ces compétences-là qui lui seront nécessairement dans ça fait une petite répétition, qui lui seront nécessaires dans sa citoyenneté et qui lui sont déjà nécessaires dans sa scolarité, c'est l'aider à révéler des capacités à trier, à traiter, à utiliser une information. Parce qu'on le sait, on est noyé dans une forme d'obésité informationnelle, les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut trouver sur Internet, l'intelligence artificielle, etc., etc. Et la vraie difficulté, c'est pour l'élève et pour nous tous, de traiter cette information, de traiter la bonne information, de l'exploiter à d'autres fins. Et donc cette information-là, elle nous renseigne, elle nous outille, mais elle ne nous noie pas. Donc c'est cette idée-là, en tout cas, d'éduquer au numérique et d'éduquer par le numérique, et on pense que ça se joue notamment sur 3 aspects forts qui peuvent nous concerner en EPS. C'est les 3 petits schémas que vous avez. L'autoscopie pour enrichir le feedback, cette idée d'autoscopie qui consiste, c'est la définition que nous en prenions avec Fabrice Bruchon, qui consiste à confronter l'élève à l'image de son propre corps. Donc, confronter l'élève à l'image de son propre corps. Et ça, c'est pas neutre. Et souvent, on peut l'oublier. Et je vous le dis avec toutes les maladresses qui ont pu être aussi les miennes avec ces outils-là. On se dit on va mettre le différé, on va mettre la vidéo, et puis l'élève il va se revoir, ça va être génial, il va voir tout ce qu'il ne sait pas faire. Et puis en plus on va le vidéo projeter, parce que j'ai pas l'équipement de Mickaël, j'avais pas cet équipement-là, mais on va le vidéo projeter sur un mur en 8 mètres par 4, et regarde comment ta roulade avant, tu sais pas la faire. Et là les 30 autres élèves, ils voient ça. Et donc, on peut oublier ce qui se joue là-dessus. Confronter l'élève à l'image de son propre corps. C'est pas neutre, c'est hyper intéressant, c'est hyper utile, on en est convaincu et on essaiera d'en faire la preuve. Mais n'oublions pas, évidemment, tout ce qui se joue. On passe beaucoup de compétences psychosociales en ce moment. Tout ce qui peut se jouer également dans la tête de l'élève et dans la relation émotionnelle ou affective qu'il peut développer à l'activité ou au contexte d'enseignement de l'EPS. Mais en tout cas, oui, c'est un des premiers aspects forts pour nous du numérique, c'est que cette autoscopie va nous permettre d'enrichir le feedback que l'on va donner à l'élève. Et là, si on vous renvoie vers les travaux sur l'importance de la connaissance du résultat, vous avez de quoi, je crois, outiller un petit peu ce que je suis en train de raconter. En quoi ce feedback, quand il est donné rapidement après une action, peut permettre l'acquisition ou la rétention d'un geste. De la même façon, peut-être que si le feedback il est donné trop souvent, trop tôt, trop vite, de la même façon, ça peut impacter négativement l'apprentissage. Donc là aussi, il faudra être mesuré là-dedans et pas arriver pour un candidat, par exemple, au concours, qui, par exemple, arriverait sur un oral ou, par exemple, il s'appuierait sur le numérique, qui nous dirait, par exemple, je vais mettre le différé et il sait faire le double salto arrière. Ça marche pas trop. Vous vous en doutez bien. Donc évidemment, étayons ces choses-là, soyons prudents, soyons raisonnés dans ce que l'on peut apporter avec ça. Ce n'est pas un outil magique, mais il y a des choses qui peuvent se jouer sur le feedback. Deuxième aspect, je vais aller vite sur les 2 autres parce qu'on va y revenir au travers des situations.
l'idée de faciliter le conflit socio-cognitif. C'est l'idée de faciliter ou de multiplier les occasions pour les élèves d'échanger entre pairs, hein, entre eux, pour confronter des idées. On parle de confrontation socio-cognitive ou de conflit socio-cognitif. On pense là aussi que le numérique peut jouer son rôle, contrairement à ce que l'on peut parfois lire avec certains raccourcis ou certaines études scientifiques galvaudées. Ce numérique, il a aussi des aspects qui contribuent à la socialisation. C'est peut-être pas la même socialisation. Je vais prendre l'exemple de Pascal qui a 1 an de plus que moi. C'est peut-être pas la même socialisation qu'on a connue dans nos générations que ceux que les élèves sont en train de vivre ici, mais les réseaux sociaux, le jeu en ligne, c'est une forme de socialisation. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est meilleure, qu'elle est moins bonne, mais de dire que le numérique désocialise, pas sûr que le raccourci soit très utile. Donc on va essayer de montrer qu'avec un outil, on peut aussi enrichir les échanges, permettre l'utilisation d'un vocabulaire spécifique à l'activité, et donc, aider l'élève à monter en compétence à ce niveau-là. Et le troisième aspect, il est sur l'idée de développer l'autodétermination, c'est-à-dire de développer la possibilité pour l'élève de faire ses propres choix. Là aussi, on pense que le numérique va pouvoir apporter. Ce n'est pas l'outil non plus magique, hein, et on ne dit pas que sans le numérique, vous ne pouvez pas faire de conflit socio-cognitif ou d'autodétermination, mais on pense qu'il y a des leviers que le numérique peut aider à activer. Vous ne pouvez pas m'empêcher, ça a été rajouté dans le train, ça. Pascal, désolé. À l'heure de l'intelligence artificielle, je ne pouvais pas m'empêcher aussi une petite mention là-dessus, parce que convaincu que cette intelligence artificielle, elle nécessite autant de développer l'esprit critique de l'élève. Et on le voit, hein, c'est des outils qui arrivent, ça fait même un certain nombre d'années qu'ils arrivent, mais en ce moment, on en parle de partout, à toutes les sauces et dans tous les sens. Là-dessus, hein, j'ai pris une référence de Philippe Mérieux. Le danger de ChatGPT, s'il ne fallait en citer qu'un, ce n'est pas la fraude qu'il permet, mais c'est le rapport aux connaissances qu'il promeut. Oui, ça nécessite de re-questionner des connaissances, de questionner leur véracité, de les confronter, de les comparer pour extraire une information qui me soit utile et surtout une information qui soit fiable. Et de la même façon, je vous renvoie à cet article qui est paru hier dans le Café pédagogique de Teddy Mayeko. Je trouve dans un mélange de poésie, de philosophie et d'enjeux sociétaux que j'ai beaucoup aimé lire. C'est assez court et je vous invite vraiment à le lire. Qui parle de la nécessité de savoir prendre son temps et le perdre pour penser. Et peut-être que ces outils-là, parfois, ils nous font penser, entre guillemets, tellement vite qu'on oublie de se laisser aller à cet esprit critique, à ce temps qu'une idée prend pour mûrir, etc., etc. En tout cas, voilà, il y a des enjeux forts sur cette citoyenneté numérique et qu'il nous paraît évidemment important de ne pas évacuer. Dans notre problématique, on part de l'idée que pour qu'il y ait engagement, la condition préalable aux transformations futures, c'est qu'il nous semble important, alors on s'appuie ici sur une théorie de l'autodétermination, c'est les travaux de Deci et Ryan notamment, qui doivent vous évoquer sûrement des choses, qui a été reprise en EPS par Escriva, Tessier et Sarrazin en 2018. Ils partent de l'idée que pour créer cette autodétermination, il y a 3 leviers importants. C'est de développer le besoin de compétence de l'élève, ce qui renvoie nécessairement au besoin d'être efficace dans l'activité, au besoin d'être efficace dans les interactions avec son environnement. C'est ce premier axe par rapport auquel il définit cette idée d'autodétermination, donc le besoin de compétence. Le deuxième axe fort, c'est le besoin d'autonomie, qui représente le désir d'être à l'origine de ses propres actions. Ça veut dire que l'élève se sente libre à un moment donné de faire ses choix, mais il peut faire des choix dans le jeu, il peut faire des choix dans la situation à travailler, il peut faire des choix dans le rôle qu'il a à tenir, il peut faire des choix dans son orientation future en fin de 3e. L'élève est confronté à toute une nécessité de faire des choix. Donc en tout cas, c'est de voir comment, dans l'activité, on va là aussi pouvoir dédramatiser parfois cette notion de choix à prendre et donc de responsabilité à prendre, mais de véhiculer une forme de sentiment de liberté. Et le troisième aspect, donc besoin de compétences, besoin d'autonomie, c'est le besoin de proximité sociale qui lui fait écho au désir de se sentir présent au sein d'un collectif. Et vous allez voir que le traitement que l'on fait de cette activité collective est évidemment une entrée par le collectif. Parce que le hand, et je le vois régulièrement en discuter dans le train, parfois en leçon d'inspection ou sur des leçons de PS, on peut traiter individuellement un sport collectif. On peut laisser à penser à l'élève que c'est en développant ses pouvoirs d'agir individuels
qu'on sera meilleur handballeur. Ou on peut à l'inverse penser que c'est en développant le réseau d'échange, en développant les relations entre joueurs, avant tout, qu'on sera meilleur handballeur. Ces deux entrées qui sont peut-être pas opposées, mais en tout cas qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc nous, on les a rapprochés, ces points-là, à ces trois grandes valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et donc on pense que le besoin d'autonomie, il permet de faire des choix et d'apprivoiser ou de conquérir sa liberté. On l'a rapproché comme ça, c'est évidemment, vous voyez, caricatural, je ne sais pas, mais en tout cas, on essaie de faire rentrer dans des cases des choses qui, on a commencé par là, sont forcément articulées et sont forcément complexes. Mais c'est parfois aussi pour mieux se comprendre. Le besoin de compétence, lui, il permet de collaborer en vivant l'égalité, c'est ce qu'on va essayer de défendre, et donc ce qui implique de donner les mêmes pouvoirs à tous, que tous soient capables de traverser un terrain, tous soient capables de jouer un duel avec un gardien. Et le besoin de proximité sociale, il permet de coopérer pour éprouver sa fraternité. C'était l'intro. 19 h, parfait. Bon, on a fixé là les grands enjeux entre guillemets. Évidemment, on ne va pas vous garder jusqu'à 2h30 du matin, mais le but c'est maintenant d'essayer de découper ça sur les 3 temps, sur ces 3 grandes valeurs et ces 3 grandes parties que nous avons prises. Et on va commencer donc par ce besoin de compétences pour collaborer et vivre l'égalité. Donc la valeur qu'on va mettre en avant ici, c'est cette idée d'égalité qui est donc de donner un égal accès à la réussite pour se sentir compétent. Et c'est pour ça qu'on fait un choix fort, c'est de commencer et de prioriser cette entrée par le rôle de marqueur. On veut qu'ils soient tous en mesure de vivre ce duel-là, de se sentir compétents dans ce duel-là, parce que c'est ce qui va nous permettre de promouvoir une forme d'égalité. Donc on va voir cette grande valeur d'égalité, comment elle se décline, quel impact elle a sur le hand à 4, avec des variables didactiques qui seront prises et donc ce rôle de tous marqueurs mis en évidence. Et on va voir côté numérique, qu'est-ce qu'on va privilégier ici. Et en l'occurrence, ça sera l'idée d'un feedback quantitatif et de voir avec quels outils on va pouvoir enrichir ce feedback pour permettre à l'élève de discriminer et de sélectionner une information. On ne vous a pas perdu ?